La rivalité motive une lutte sans partage pour l'accomplissement d'un but commun. Sa violence est telle qu'on a renoncé à l'encourager, sauf dans un domaine. Une catégorie de divertissement parmi les plus populaires de tous, la compétition. Dans les dessins animés, la compétition constitue un sous-genre. Pendant 9 ans, on a cru ce sous-genre négligé par Chucky et Al, méprisé par leur émission. Et toute review sur une série de sport semblait totalement exclue. 9 ans de série d'aventures. 9 ans sans médaille et sans coupe. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Chucky et Al ont décidé de consacrer une année entière à des dessins animés sur le sport. Sauront-ils en trouver assez pour faire face à un tel défi? Ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne. Tu te rappelles Galactic Football? Tu es sûr de vouloir faire une vidéo là-dessus? Ah, la question est épineuse. Le moins qu'on puisse dire avec la série ne se prête pas facilement à un jugement catégorique. Elle laisse au contraire les spectateurs attentifs que nous nous efforçons d'être dans des abîmes de perplexité. D'un côté, son scénario mal maîtrisé, sa mise en scène approximative et sa réalisation brouillonne auraient très largement pu lui valoir une place dans le top 10 des renoncements de l'an dernier, mais de l'autre, l'expérience de visionnage de Galactic Football n'a rien eu d'une anecdote et m'a clairement donné le sentiment que c'est une série dont il faut parler. C'est vrai qu'on s'est pas ennuyé devant Galactic Football comme on a pu s'ennuyer devant Robinson Crusoe, l'Odyssée ou Aladdin. Et c'est vrai aussi que la série ne nous a pas donné de raison d'être franchement rebutés comme ça a pu être le cas avec Green Lantern ou même d'être déçus comme avec Trigun. Mais est-ce que le fait d'être pas banal est suffisant pour justifier une vidéo? Je dirais que oui. Pendant des années, on nous a suggéré Galactic Football. Comme toutes les autres suggestions, nous l'avons donc mise sur notre liste prévisionnelle de visionnage. Mais sans conviction. Galactic Football, nous étions tombés sur quelques épisodes par-ci par-là à la télé. En dehors de leur contexte, ils nous ont paru profondément ennuyeux. Nous n'étions franchement pas convaincus qu'un visionnage intégral dans l'ordre nous ferait changer d'avis. Et c'est pourtant ce qui s'est produit, car l'impression que fait la série vue de près est très différente de celle qu'elle laisse vue de loin, contrairement à, disons, Foot de rue. Ça c'est facile, c'est parce que Galactic Football, c'est un feuilleton. Foot de rue aussi? J'oserais dire moins. Un épisode de foot de rue peut suffire à lui-même, un épisode de Galactic Football ne le peut pas. Ça tient en partie à la gestion du rythme. Il empêche, et ça me paraît plutôt un argument pour ne pas faire de vidéo, que l'impression négative que nous a initialement fait Galactic Football ne sort pas de nulle part. Même en regardant dans l'ordre, les faiblesses de la mise en scène rendent la série difficile d'accès. C'est pas facile de rentrer dedans, il faut se mettre dans le bain. Une fois qu'on y est, on continue parce que le suspense nous maintient intéressés, mais je me demande si c'est pas un peu un intérêt artificiel comme celui qui maintient les gens devant Plus belle la vie. Si tel était le cas, nous en aurions été guéris après le visionnage du dernier épisode, et le fait que la série ne mérite pas une vidéo nous serait apparu clairement. Non, c'est vrai que la série est difficile d'accès, mais une fois cette difficulté surmontée, le suspense n'est pas une fin en soi. Savoir que la série va quelque part, comme Scooby-Doo Mystère Associé, procure une satisfaction que ne procurera jamais Plus belle la vie. Une satisfaction que procure une série seulement quand elle est d'assez bonne qualité. Et difficile d'accès, Galactic Football ne l'est pas seulement à cause de sa mise en scène, mais aussi à cause des très nombreuses sous-intrigues que la série introduit dès le départ. Oui, on a l'impression que la série est le résultat du recyclage d'idées rejetées pour d'autres séries de science-fiction qu'on a mélangées façon paella pour servir de toile de fond à une série de foot. C'est très bon la paella. Admettons que le mélange fonctionne. On voit tout de même que c'est un mélange et la multiplicité des ingrédients perturbe presque autant que le fait de créer un univers de science-fiction pour une série sur le foot. À supposer que nous ne sommes pas dans un univers à la Star Wars, nous sommes dans le futur. Les humains côtoient d'autres espèces. En plus d'une technologie très sophistiquée qui permet de voyager rapidement dans l'espace, les différents peuples de la galaxie peuvent puiser dans le noyau de la planète où ils résident une énergie appelée fluide, qui confère des super pouvoirs. Sauter haut, courir vite, frapper fort, plus des spécificités qui dépendent de la planète d'où provient le fluide. Ainsi, les fluides planétaires ont des noms différents. Smog pour la planète Shadows, cri de métal pour la planète Rikers, souffle pour la planète Aquilian, etc. Vu les dégâts causés par les fluides lorsqu'ils sont utilisés dans le contexte de la vie quotidienne, ou pire, celui de la guerre, l'usage des fluides a été totalement interdit. Sauf pour jouer au foot. En entendant ça pour la première fois, on se demande si c'est totalement débile ou absolument brillant. En tout cas, c'est très sérieux. Et c'est ça l'histoire.
Il existe dans la galaxie une foultitude de super pouvoirs formidables, mais on a le droit de les utiliser que pour le foot. Enfin, le Galactic Football, c'est-à-dire du foot avec des super pouvoirs. Un grand conseil des Jedi appelé Cercle des Fluides veille à ce que la loi soit respectée. Ils sentent ne serait-ce que le plus minuscule usage du fluide, et leurs pouvoirs sont tels que nul n'ose transgresser l'interdit ouvertement. Donc statu quo. Dans cet univers futuriste et décadent où l'on vit sous le contrôle d'une méga corporation et où se jouent des luttes souterraines pour le pouvoir et des croisades pour la liberté, on se réunit tous les 4 ans au Genes Stadium, plus grand qu'une planète, pour assister au tournoi de la Galactic Football Cup, où l'on joue au foot avec des super pouvoirs. Et c'est ça qui compte vraiment. Alors, débile ou brillant? Surprenant et bancal, mais la mise en scène de cette idée, pour brouillonne qu'elle soit, interdit de penser que c'est débile. On a bien compris, dans la série, le foot, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'univers. En tout cas, il faut que ça le soit pour les spectateurs. Mais les auteurs font intervenir cet état de fait avec une telle constance et une telle conviction que le spectateur finit par l'intégrer, de gré ou de force. Probablement un peu des deux. Le Galactic Football ne revêt pas un caractère aussi omniprésent que le dressage de Pokémon dans Pokémon ou que le Go dans Hikaru no Go, mais puisqu'il est le seul contexte où les fluides, enjeux politiques majeurs, peuvent être utilisés et donc exploités, détournés, manipulés, dominés, eh bien on comprend que la finale de la Galactic Football Cup soit le moment où tout se joue sur tous les plans et où un méchant peut saisir l'occasion de devenir maître de l'univers. On va dire que trouver le moyen de faire du foot un truc aux enjeux cosmiques mérite une mention, donc peut-être une vidéo. Malgré tout, le bien fondé de mettre le foot au premier plan d'une série de science-fiction fantasy ne s'impose pas sans difficulté. Faut qu'on résume le pitch pour bien comprendre le problème. La série ouvre sur Arch, numéro 10 de l'équipe d'Aquilian qui... Oui d'accord, ok, faut qu'on parle de ça maintenant. Le graphisme n'a quasiment aucune importance pour nous, mais on peut pas passer sous silence le fait que ce soit laid à ce point. Alors parlons-en une bonne fois pour toutes. Ils ont voulu imiter Code Lyoko ou quoi? Avec deux styles graphiques qui se côtoient. La partie histoire hors du terrain est dessinée dans un style 2D plutôt classique, mais les matchs eux-mêmes sont animés en cel shading, ce qui, non content d'être fort laid, ne se justifie absolument pas. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer fort de l'expérience de Code Lyoko, où les personnages changeaient d'aspect parce qu'ils changeaient de monde, les matchs ne se déroulent pas dans un simulateur ou un environnement particulier. Certains entraînements ont lieu en simulateur, mais le reste du temps, les joueurs se contentent de passer une porte pour entrer sur le terrain. C'est donc laid pour rien. Pas pour rien. D'après Planète Jeunesse, c'est pour servir d'enrobage à une animation faite en motion capture avec de vrais footballeurs. Parti pris intéressant, et je veux bien croire que ça donne au mouvement un certain réalisme footballistique, mais vu le rendu, ça valait pas le coup. Surtout que ça se fait au prix d'un important recyclage d'images. Tous les prétextes sont bons pour utiliser des images recyclées, surtout dans les 2 premières saisons. Simulation match Tigre Rouge No Kids activée. Vas-y Rocket, essaie de nous refaire le même tir que contre les Tigres Rouges. Bon après c'est comme tout, on finit par s'y habituer. Qu'est-ce que je disais? Que la série peinait parfois à nous convaincre de l'importance du football dans les situations présentées. Oui, et j'amorçais un résumé. La série donc ouvre sur Arch, numéro 10 de l'équipe d'Aquilian. Il s'appelle Arch comment? Apparemment juste Arch. Ah bon, il a pas de nom. Les Aquilians n'ont généralement pas de nom de famille. Certains en ont un, comme Artegor Nexus ou Calimisti, mais la plupart du temps ils ont l'air de ne pas en avoir un. Bref, pour la dernière fois, la série ouvre sur Arch, qui joue sur Aquilian un match de qualification important contre l'équipe des Shadows, dans l'espoir d'accéder aux phases finales de la Galactic Football Cup et ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la planète, de la remporter. Mais alors que Arch tire le coup franc de la victoire, une gigantesque explosion retentit. Ce cataclysme provoque une glaciation sur Aquilian et une disparition du souffle, le fluide de la planète. Rien n'interdit de jouer au Galactic Football sans fluide. Et certaines équipes le font, mais il est utopique d'espérer aller loin dans une compétition officielle sans utiliser de fluide. Donc ce cataclysme n'est pas seulement un cataclysme, mais aussi une catastrophe, footballement parlant, pour Aquilian. Oui, je suis sérieuse! On parle de la glaciation d'une planète, de tout un tas de civils obligés de vivre dans des grottes, de morts, de familles séparées, mais le problème qui tracasse Arch, c'est qu'on peut plus jouer au foot à haut niveau. Après une tentative malheureuse de jouer chez les Shadows et 15 ans de silence, Arch revient finalement comme une fleur sur Aquilian dans l'espoir d'y former de nouveaux joueurs capables de remettre la planète en lice et de la sortir de sa torpeur footballistique. Et bien sûr, le décalage entre son attitude et la situation dans laquelle se trouve sa planète fait qu'il y a un malaise. Il est reçu comme un chien dans un jeu de quilles par ses amis et sa famille qui ne comprennent pas ses motivations, et on ne peut pas les en blâmer parce que quand on vous parle de votre planète au climat tempéré subitement transformée en banquise, votre premier réflexe n'est pas de vous dire « Mais quel dommage, on va plus pouvoir jouer au foot quand même !» Non, et d'ailleurs, ça n'a pas été le réflexe des habitants d'Aquilian. Dans l'intervalle de 15 ans séparant le prologue avec la grande catastrophe du début de notre histoire, Aquilian ne s'est pas préoccupé de foot. Des efforts aussi colossaux que méritoires, mais surtout très peu mentionnés dans la série, ont été entrepris pour reconstruire la planète. Et dans cet intervalle de 15 ans, Aquilian s'est accommodé de son nouveau climat. L'équipe officielle d'Aquilian, qui a fini par se reformer malgré l'absence de fluide, ne va jamais loin en compétition, et tout le monde trouve ça triste, mais ce n'est pas motif à un deuil national ou quoi que ce soit. C'est juste que nous, spectateurs, nous suivons Arch, et que Arch, non seulement ce qui l'intéresse c'est le foot et rien d'autre,
Mais aussi, grosse surprise vu le ton dithyrambique avec lequel je viens de le présenter, ce n'est pas un personnage très sympathique. C'est là qu'il faut qu'on en vienne à ce qui, pour moi, fait l'identité de la série et qui rend d'autant plus difficile de la juger. Elle a l'air d'être écrite au feeling. Quoique occasionnellement futée, les différents éléments du scénario et de la caractérisation des personnages donnent l'impression d'avoir été improvisés. Tantôt sortis de nulle part, tantôt laissés tomber sitôt évoqués, tantôt vains... Ce qui inciterait plutôt à ne pas faire de vidéo. Ils n'en sont pas moins efficaces. L'intrigue est crédible, l'univers est crédible, et surtout les personnages sont crédibles. Oui, et je reconnais que cette crédibilité est un bon argument pour faire une vidéo. C'est une série sur la compétition, vous vous doutez bien de ce qui se passe après le retour d'Arch. Il va sélectionner une équipe de jeunes talents qui vont ressentir le souffle qu'on croyait disparu à jamais, et ensemble ils vont s'envoler vers la victoire. Mais concernant notre équipe de jeunes talents, ce dont vous ne vous doutez pas forcément, c'est que les personnages sont quasiment tous antipathiques. À des degrés différents, mais tous quand même. En tout cas, dans l'intrigue foot. Et c'est pour Arch que c'est particulièrement frappant. Lui qu'on imagine dans le rôle du mentor, du sage qui élève l'esprit de ses disciples malgré eux, ne parle en fait que de lui, de ses rêves de gloire, de ses ambitions, de ses frustrations, de sa vie. Cette petitesse donc, qu'il partage avec beaucoup d'autres personnages, jure beaucoup avec ce qu'on attend d'un personnage comme lui et le rend d'autant plus vivant. On s'attache aux personnages non pas parce qu'ils sont attachants, mais parce que leur caractère antipathique les crédibilise et les fait exister. D'un côté, comme ils sont antipathiques, on se désintéresse parfois de ce qui peut leur arriver, Ce qui serait un argument pour ne pas faire de vidéo. mais d'un autre, comme ils sont particulièrement crédibles dans leur façon de ne penser qu'à leur pomme, ils parviennent souvent, malgré le fait d'être seulement dessinés, à susciter le même genre d'empathie que les personnages de séries live, rendus possibles par la présence d'un acteur filmé. Les personnages de Galactic Football paraissent écrits d'instinct comme tout le reste, mais ils sont dans l'ensemble réussis. Ils sont écrits de manière à ce que leur façon d'être des gros cons paraisse se justifier par leur parcours et leur vécu. Ils sont vains, ça fait partie de ce qui les rend vivants. Leurs défauts ne sont pas toujours utiles à l'intrigue et tiennent plus de la caractéristique qui agrémente l'ensemble. On n'a aucun problème à croire que c'est des footballeurs. Ils ont une mentalité de footballeurs. En plus d'être immatures, ils ont de sérieux problèmes d'ego et d'orgueil, dont on ne doute pas qu'ils puissent être ceux que rencontrent réellement les footballeurs de la vraie vie. Mais contrairement aux héros de Young Justice qui ont le même type de problème, on ne leur en veut pas, car ce ne sont pas des super-héros, ce sont des footballeurs. On n'attend pas d'eux qu'ils nous montrent quelle est la mesure d'un vrai héros, on attend d'eux qu'ils réussissent dans une discipline sportive. Sans compter que, même si le foot est au premier plan dans la série, les Snow Kids, c'est le nom de l'équipe des héros, ne jouent pas un rôle crucial dans l'intrigue. Ah voilà! C'est quand même dingue que ce soit aussi difficile à caser dans le résumé alors que c'est aussi important. Nous sommes dans un univers à la Malo Corrigan. D'ailleurs, j'aime penser que Galactic Football se passe dans le futur de Malo Corrigan. Tout comme celui de Malo Corrigan, l'univers de Galactic Football n'est décrit que de manière évasive. Et le pouvoir exécutif dans la galaxie semble être détenu par une méga corporation, la Technoid, dont les clips publicitaires passent en boucle à la télé. Oui, c'est un prétexte supplémentaire pour des images recyclées, surtout dans la saison 1. On dira ce qu'on voudra, mais la série est vraiment très inventive pour faire passer les images recyclées. Elle fait même preuve de tant d'ingéniosité à ce sujet que ça en deviendrait presque une raison de faire une vidéo. Presque. C'est sans doute le dernier grand moment que nous promet cette édition de la Cup, qui en compte déjà un grand nombre. Je vous propose de les revoir ensemble. En plus des clips publicitaires, la Technoid diffuse continuellement un avis de recherche. En effet, elle offre une prime pour la capture de Sonny Blackbone dans la saison 3, le chef des pirates. À l'instar de Sandokan, les pirates de Sonny Blackbone attaquent Epi occasionnellement, mais à l'instar de Sandokan toujours, ils n'attaquent que leurs ennemis et ne sont pas très menaçants pour le citoyen lambda. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un vaisseau pirate qui vient de nous aborder. Tout comme les traceurs de Malo Corrigan luttent clandestinement contre l'hégémonie du consortium, les pirates de Galactic Football luttent contre le régime autoritaire de la Technoid. Sonny Blackbone est le héros de l'intrigue politique de la série. Voilà la raison de ma remarque de tout à l'heure sur le fait que la série ressemble à une paella d'idées rejetées pour d'autres séries de science-fiction. L'intrigue de Sonny Blackbone, c'est 50% de la série, c'est pas du tout une anecdote. Mais c'est entremêlé avec l'intrigue du foot d'une manière assez étrange qui fait que tantôt les deux se contrecarrent et tantôt les deux se soulignent. Au début, les deux intrigues ont juste lieu de manière concomitante, et comme chacune des deux a des ramifications et des sous-intrigues, ça participe au fait qu'on a du mal à rentrer dans la série. Quand tout commence à se connecter, ça va un peu mieux. Avant ça, on se doute bien que l'intrigue du foot et l'intrigue des pirates vont être liées, mais on sait pas clairement en quoi. Les pirates ont une équipe de foot, oui, mais c'est plutôt insignifiant. En fait, le rôle de l'intrigue des pirates va être le même dans chacune des 3 saisons. Le plan du méchant va consister à tenter de conquérir la galaxie à l'aide des fluides, donc de la Galactic Football Cup, et en tentant d'empêcher ça, Sonny Blackbone et ses pirates vont contribuer à mettre en place la situation qui fait que la survie de l'univers dépendra de la victoire des Snow Kids au tournoi. Sonny Blackbone est une des seules figures positives et inspirantes de la série, mais il est positif et inspirant comme peut l'être Malo Corrigan, pas inspirant comme peut l'être, disons, Batman. Galactic Football n'est pas une série qui inspire comme Foot de rue, c'est plutôt une série qui décrit. De ce point de vue, je la comparerais bien à Stellina. On pourrait donc dire de Galactic Football la même chose que ce qu'on a dit de Stellina. Que c'est Marvel. On n'est pas dans le concept, dans le message, dans l'inspiration.
On est plus dans la description, dans l'identification. C'est pourquoi ce serait difficile de trouver un thème à la série, comme on peut facilement le faire pour Foot de rue. Pour autant, c'est quand même de l'épopée. Enfin, l'intrigue des pirates est dans un style épique, mais un style épique qui ne vise pas totalement le grandiose. Les pirates luttent contre la technoïde, mais le grand patron de la technoïde n'est jamais le grand méchant. C'est seulement un businessman, pas forcément philanthrope, mais honnête pour ce qu'on en sait. Le grand méchant de la saison 1, c'est lui, le général Blaylock. Général. Oui, vraiment, on a l'impression qu'en plus d'être une grande entreprise, la technoïde est également la police et l'armée. Il est un cran en dessous du duc Maddox, le patron, en termes de hiérarchie. Cette subtilité me paraît symptomatique du fait qu'on a quand même cherché à créer un univers riche et complexe, même si on ne nous le présente que de manière évasive. Autant dire que l'intrigue des pirates est de loin la plus intéressante et que l'intrigue foot frustre. Le fait qu'on nous présente une histoire de lutte pour la survie de la galaxie et qu'on la coupe pour nous faire suivre des matchs de foot me paraît être une faute objective qui plaiderait pour nous dissuader de faire une vidéo sur Galactic Football. Vous ne répondez pas, Altesse. Non, ça attendra. Pour l'instant, l'important c'est le match. Sans compter que l'intrigue foot est la raison pour laquelle la série ne prend pas le temps de nous présenter l'univers. Le foot est au premier plan, et les matchs gaspillent le temps qui aurait pu être investi à donner des précisions clés sur les points les plus nébuleux de la série. Mais comme l'intrigue des pirates aboutit à ce qu'il soit nécessaire que les Snow Kids remportent la finale de la Galactic Football Cup, les deux intrigues en viennent parfois à se souligner plutôt que de se contrecarrer. Ainsi, le fait qu'on coupe sur le foot n'est pas aussi frustrant que dans Young Justice où on nous impose les frasques des héros plutôt que de nous raconter les aventures forcément nettement plus intéressantes de la Ligue des Justiciers. Les scénaristes de Galactic Football ont quand même eu à cœur de donner des enjeux réels à l'intrigue du foot, même si les footballeurs eux-mêmes négligent totalement ces enjeux, trop obnubilés qu'ils sont par leur carrière de footballeur. Dites, j'ai loupé un épisode ou alors on a sauvé la galaxie, on n'est même pas au courant. Si tu avais sauvé la galaxie, Micro Ice, tu pourrais tranquillement te balader dans les rues du stadium, personne ne saurait qui tu es. La plupart du temps, c'est surtout qu'ils ignorent ces enjeux. Et d'autres fois, ils connaissent parfaitement les enjeux et le prix à payer, mais quand ils prennent la bonne décision, ils se révèlent a posteriori qu'ils n'étaient pas motivés par la survie de la galaxie, dont ils avaient parfaitement conscience qu'elle était dans la balance, mais par une cause totalement futile qui ne valait franchement pas le prix qu'ils étaient prêts à payer pour elle. Mais ne m'en veux pas trop si je te demande de penser à tes camarades et de quand même essayer de gagner ce match. Le coup du sens bizarre des priorités et de la vision tordue de l'altruisme, ça a l'air d'être un truc standard de série de sport, on trouve ça aussi dans Olive et Tom. Et c'est quand même pas le cas de figure le plus courant dans Galactic Football. En général, la raison pour laquelle les héros négligent les enjeux est objectivement crédible. Qu'ils les négligent est quand même problématique. L'inconséquence des héros est certes plus excusable que dans Young Justice, mais puisque le destin de la galaxie dépend de leur victoire, c'est quand même embêtant que les Snow Kids perdent des matchs parce qu'ils sont capricieux et se conduisent stupidement. Et bah, curieusement, la série parvient à rendre ça tolérable. Tu as déjà un peu dit pourquoi. Les personnages ne sont souvent pas au courant des enjeux, tout simplement. Plus que dans n'importe quelle autre œuvre du genre, où il y a de manière concomitante une intrigue personnelle pour le héros et une intrigue fin du monde, seul le spectateur a vraiment une vue d'ensemble dans Galactic Football. Il connaît des personnages qui ne se connaissent pas entre eux, est au courant de rapports de cause à effet que les personnages eux-mêmes ignorent, et est donc de ce fait incité à ne pas espérer des protagonistes un écart de lucidité, mais à plutôt observer comment les choses vont se goupiller et profiter du spectacle. Comme devant un match de foot. Comme devant un match de foot. C'est un des éléments de la série sur lesquels on ne peut qu'être ambivalent. Foot de rue est clairement une série faite avec passion et avec un projet, celui de s'adresser à la jeunesse défavorisée. Galactic Football est à première vue un service minimum, mais un service minimum auquel les auteurs ont insufflé leur passion du foot. Plus que du foot, de l'univers du foot. Là encore, on a le sentiment que les détails ont plus été incorporés au feeling que d'une manière réellement planifiée, mais non seulement on retrouve dans la réalisation de Galactic Football l'originalité qui caractérise les séries françaises, même les plus médiocres au niveau des détails, mais en plus la série prend soin de parler de tout ce qui constitue l'ambiance foot. Commentaires, pronostics, supporters, interviews d'entraîneurs, superstars du ballon rond, bataille d'ego, sponsors et publicités, fédérations sportives, conflits d'intérêts, presse people. Le foot n'est clairement pas qu'un prétexte. La série exploite ses codes lorsqu'elle met en scène l'humiliation d'un personnage par un autre au moyen d'un petit pont, et utilise un vocabulaire abscon pour quiconque a, comme nous, regardé la série sans rien y connaître au foot. Du Joe qui a laissé le ballon à Rocket qui a fait preuve d'un réalisme étonnant. Très bien. Quitte à ce qu'on ne nous présente cet univers qu'à travers le foot, on a au moins à cœur de présenter à fond le monde du Galactic Football. À travers ce parti pris original et tous les autres détails atypiques du même genre, la série oblige le spectateur à lui reconnaître qu'elle a son truc à elle. Ce n'est pas sans effet sur l'expérience de visionnage. Même si l'univers de science-fiction à la Malo Corrigan est intriguant, il ne suffit pas en tant que tel à nous intéresser sur la durée, ne serait-ce que parce qu'il nous est présenté à travers son aspect le moins intéressant, à savoir le foot. En revanche, même si ce truc qu'a la série et qui lui donne son identité concerne parfois ses aspects les moins efficaces, comme le mélange foot-science-fiction, il la rend unique et contribue donc non seulement à nous maintenir devant l'écran, mais aussi à nous dire que, quelle que soit la valeur objective de la série, il serait injuste de faire impasse dessus.
Et pourtant, répétons-le, il faut s'accrocher au début pour entrer en l'histoire. L'intrigue débute sur le schéma très classique de la bande de jeunes qui se découvrent un talent et une passion pour le Galactic Football, commence par constituer une équipe avec un coéquipier méchant qui quittera rapidement le groupe des héros pour rejoindre un groupe de rivaux. Attends d'ailleurs, c'est pas un peu bancal tout ça? On est sur l'idée que dans cet univers, un footballeur joue pour sa planète avec le super pouvoir de sa planète. Mais tout à l'heure, on a dit que Arch avait tenté de jouer pour une équipe d'aliens, et là tu me parles du méchant du groupe qui rejoint une équipe rivale. Oui, c'est pas pour rien que je répète depuis tout à l'heure que la série semble avoir été écrite au feeling. Ça met beaucoup de temps à être explicite, mais voilà. La maîtrise d'un fluide planétaire n'est pas héréditaire, elle ne dépend pas de la planète d'origine, elle dépend de la planète sur laquelle on réside ou pour laquelle on joue. On ne peut pas maîtriser deux fluides à la fois, mais on peut en changer, et c'est d'autant plus facile si on a perdu la maîtrise de son ancien fluide, ou si on n'a jamais maîtrisé le fluide de son ancienne planète. Donc quand Syned, le fameux coéquipier méchant, rejoint les Shadows avant de s'être réveillé au souffle comme ses coéquipiers, ça ne pose pas de problème. Ouais, enfin, on a d'autant plus de mal à comprendre pourquoi on fait tant de simagrées autour du fait qu'Aquilion a perdu son fluide, puisque les joueurs peuvent toujours candidater sur d'autres planètes, même pour les compétitions intergalactiques entre équipes planétaires. Il y a des raisons, mais c'est vrai que c'est l'une des assez nombreuses approximations du scénario. Car il y en a d'autres. Par exemple, il se révèle que si les héros s'éveillent au souffle d'Aquilion qu'on croyait disparu depuis 15 ans, c'est parce qu'ils sont nés juste après le cataclysme qui a gelé la planète et sont infectés par un fluide artificiel créé par la technoïde pour conquérir la galaxie. On les débarrasse de l'infection et leur maîtrise du souffle perdure. Soit. Mais ensuite, d'autres Aquilions s'éveillent au souffle, et on ne mentionne pas le fait qu'ils pourraient être ou non infectés eux aussi. Ce genre d'imprécision rend l'univers moins cohésif, ce qui fait qu'on est moins sensible à son originalité, c'est plus difficile d'admirer une construction dont les failles sont trop évidentes, et qu'on oubliera vite les détails après avoir fini de visionner la série. C'est un sérieux bémol. Soyons justes. Le rapport exact entre la réapparition du souffle et le métafluide, c'est le nom de ce fameux fluide artificiel, n'est jamais expliqué. Mais on n'a pas l'impression que c'est parce que les auteurs n'avaient aucune idée de quel il était ou qu'ils s'en foutaient. Non, on a l'impression qu'ils trouvaient que l'information était évidente et qu'elle n'avait pas besoin d'être expliquée. Ou qu'elle n'était pas si claire dans leur tête et qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'elle ne l'était pas. Dans les deux cas, c'est énervant, mais pas autant que les cas où les auteurs donnent l'impression d'avoir estimé que leur public n'avait pas besoin d'une série intelligente. Même si on choisit de considérer que les auteurs se sont emmêlés les pinceaux avec cette histoire de métafluide, ce qui, je le redis, n'est pas mon hypothèse, faut bien admettre que la série ne donne pas l'impression de ne pas être intelligente. Bon, ok, il y a des péripéties qui, prises individuellement, donnent à penser que les spectateurs ont été pris pour des cons, comme ce moment où deux Snow Kids arrivent à restaurer les passages coupés d'une vidéo en appuyant sur un bouton. Les enfants, le montage, ça marche pas comme ça. Mais à côté de ça, on est quand même en train de parler d'une des rares séries animées de science-fiction parues dans cette émission qui admet que les plantes, c'est une forme de vie. S'il y a de la vie ici, alors nous pouvons respirer. Prends-en de la graine, il était une fois l'espace. En tout cas, même si, une fois n'est pas coutume, je me montre plus pessimiste que toi sur l'interprétation des imprécisions de l'univers de la série, je remarque que ça ne m'empêche pas d'apprécier Galactic Football, alors que dans Ben 10, par exemple, ça m'avait totalement rebuté. Il faut dire qu'on ne s'ennuie pas devant les matchs de foot de Galactic Football comme on s'ennuie devant les scènes d'action de Ben 10. Y a de ça, mais pas que. Le fait que Galactic Football soit plus détaillé contribue à contrebalancer ces lacunes. Et il y a évidemment l'ambiance. Ben 10 a une ambiance plutôt neutre de série d'action. Galactic Football a une ambiance plutôt unique de foot dans un futur décadent. D'ailleurs, passé l'entame un peu bancale du recrutement de l'équipe des Snow Kids, dont j'ajouterais d'ailleurs qu'elle est assez artificielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Les rencontres entre personnages, la constitution de l'équipe, l'expulsion du mauvais élément, tout ça sonne un peu faux dans Galactic Football. C'est beaucoup mieux fait dans Foot de rue. C'est assez artificiel. On l'a dit 1000 fois, on doit faire un effort pour entrer dans la série. Les personnages ne sont pas immédiatement cernables, leurs motivations et leurs caractéristiques principales ne sont pas toujours identifiables du premier coup d'œil. On pourrait dire que c'est la contrepartie de leur caractérisation si particulière, si instinctive, qui les rend si vivants. On finit par les connaître, mais on les découvre péniblement. Donc, comme je disais, passé l'entame un peu bancale et artificielle, on profite pleinement de l'ambiance de la série et on ne s'ennuie pas. Et comme on a dit que cette présence des personnages était un point fort de la série, faudrait peut-être s'intéresser à notre équipe de héros pour savoir si on doit faire une vidéo sur Galactic Football. Et étant donné que c'est véritablement une série de foot, je me demande s'il ne serait pas judicieux de la commenter comme le ferait un supporter de foot. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les Aquilians, qui s'appellent Kilian, les amis. On va parler des Snow Kids, mais c'est plus les Snow Kids, c'est les Snowbiz, voilà. Ils sont nuls la vie de ma mère, nuls. Les Snow Kids ils jouent 2 matchs, ils en perdent 3, et c'est la vérité. Oh là que c'est la vérité. Dis joke. T'as un nom de blague, mais c'est parce que t'es une blague la vie de ma mère, offensivement nul, défensivement nul, sexuellement nul, t'es nul. Tu dis ta mère elle veut pas prédire les scores, mais c'est parce qu'elle sait que tu vas perdre, et c'est la vérité.
Il serait abusif de dire que la série a un personnage principal. Mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est lui, D-Joke. Orphelin adopté par une voyante. Elle a un super pouvoir de voyance, rien à voir avec les fluides. C'est typique du côté fouillis de la série, mais c'est également typique de la richesse en détail des séries françaises que j'évoquais tout à l'heure. D-Joke croit au destin, rien d'étonnant quand on est fils de voyante. Mais cette croyance au destin se transforme progressivement en une conviction d'être destiné à devenir champion de la galaxie, qui elle-même se transforme progressivement en un ego démesuré chez un personnage qui a pourtant débuté la série en étant un des plus sympathiques. C'est essentiellement par comparaison avec ses coéquipiers qu'il paraît sympathique, et en particulier avec le personnage qui est le plus mis en avant au début, Micro Ice. Micro-naze, t'es qu'un petit maïs, Micro-Ice. Un micro-maïs bon duel qui gagne aucun duel. Et c'est la vérité. Micro Ice est le meilleur ami de D-Joke. C'est censé être le personnage comique. Je le précise parce qu'il m'a fallu visionner la moitié de la série avant de me rendre compte qu'il était censé être l'équivalent de Hot dans Code Lyoko. Moi je l'avais compris dès le début. Il commence la série en faisant preuve de suffisamment d'insouciance pour effectuer des commissions pour la mafia et en tombant amoureux de la fille juste parce que c'est la fille. C'est avant qu'il y ait une deuxième fille dans le groupe. Les gags impliquant Micro Ice ne sont pas drôles. Bon, je suppose qu'ils le sont pour certains, du moins pour les auteurs, l'humour n'est pas universel, les goûts et les couleurs, tout ça. Mais en tout cas, je ne les trouve pas drôles. Pas au point de ne pas arriver à les identifier comme des gags, comme dans Gravity Falls, mais en fait si, un peu au final. Du coup, au milieu de la série, à force de me demander pourquoi le scénario s'acharnait autant sur ce personnage, j'ai fini par réaliser que c'était parce que c'était son rôle dans l'intrigue. Que ce soit parce que les auteurs n'étaient pas au clair avec ce qu'ils voulaient faire de ces personnages ou parce qu'ils ont eu à cœur de les camper de manière réaliste, les personnages de Galactic Football ne sont ni des figures ni des stéréotypes. Dans une série comme Code Lyoko, on identifie clairement le rôle que chaque personnage jouera dans l'intrigue dès le premier épisode. Ce n'est pas du tout le cas dans Galactic Football. Ainsi, tout comme rien ne prédisposait D-Joke à devenir mégalomane, rien n'obligeait Micro Ice à rester un ressort comique. Mais pour le meilleur ou pour le pire, il reste un ressort comique. Ou plutôt, bien qu'il ne soit pas spécialement moins bon que ses coéquipiers au Galactic Football, il fera jusqu'au bout l'objet de gags portant sur le fait qu'il est à la fois le plus arrogant et le plus faible de l'équipe, alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Et de gags sur ses déconvenues amoureuses. Surtout à partir de la saison 2, ces gags. Faudra qu'on en parle d'ailleurs de l'enchaînement des saisons si jamais on décide de faire une vidéo sur la série. Micro Ice n'est pas mauvais footballeur, et s'il est bavard, il n'est certainement pas le plus sûr de lui. C'est sans conviction qu'il passe les tests de sélection au début de la série, arguant que les tests c'est pas son truc, et que de toute façon, la vie n'est pas faite que de football. Tu dis dans la vie y a pas que le foot, mais c'est parce que t'es nul. Les gags sur sa prétention tombent donc à plat parce qu'il n'est pas si prétentieux, et les gags sur son incompétence tombent à plat parce qu'il n'est pas incompétent. Le deuxième effet qui se coule de ce manque de cohérence entre les caractéristiques de Micro Ice et celles que le scénario prétend qu'il a, c'est que ses intrigues amoureuses ne sont pas crédibles. Faudra développer ça si on parle de ses love interest. Mais la grande sacrifiée de ce parti pris, c'est sa relation avec D-Joke. Il y a des éléments qui sortent de nulle part pour disparaître aussi sec. Ils sont censés être les meilleurs amis du monde mais ne se confient pas tellement l'un à l'autre. En fait, ce sont les relations de Micro Ice avec tout le monde qui pâtissent du côté un peu indéfini de ce personnage, conséquence de son rôle de comique. Avatar de la compulsion de la série à tenter de partir dans tous les sens, les différents joueurs recrutés ne font pas tous partie du même groupe d'amis. Il y a, en particulier, venue de l'autre bout de la planète, la fameuse deuxième fille, Tia. Tia, c'est plus Tia, c'est Tia rien. Tu fais rien sur le terrain. Soi-disant t'as été la meilleure de l'équipe, mais c'était pendant la guerre des fluides. Mon grand-père il était pas né. Et c'est la vérité. Oh là que c'est la vérité. Tia commence la série en maîtrisant déjà le souffle d'Aquilian. Cette exclusivité ne dure pas longtemps, après quoi elle devient une joueuse quelconque. C'est parce qu'elle maîtrise le souffle qu'elle a décidé de braver ses parents diplomates en se rendant contre leur volonté aux sélections organisées par Arch. Mais elle ne joue aucun rôle dans le fait que les autres héros se mettent progressivement à ressentir le souffle eux aussi. La série est pleine d'idées lancées comme ça, et qui finalement mènent nulle part ou ne sont reprises que longtemps après. Le fait que Tia maîtrise déjà le souffle en arrivant dans l'équipe ne servira que pour quelques petites péripéties de début d'intrigue, sans vraies conséquences sur l'intrigue globale. Mais Tia n'est pas un mauvais personnage, même si son rôle se limite à être la fille de gens importants et la sidekick et love interest d'un autre membre des Snow Kids, Rocket. Rocket, c'est pas Rocket, c'est Roquette. Tu sors ta quéquette sur le terrain, tu joues perso, t'es un passeur qui fait pas la passe. Rocket se caractérise par une précision de tir phénoménale, qui lui vaut d'être engagé dans l'équipe comme passeur, et par le fait d'être le neveu de Arch, c'est-à-dire le fils de son frère, ancien footballeur lui aussi, qui a perdu une jambe dans la catastrophe d'Aquilian et en veut beaucoup à Arch d'avoir abandonné la planète. Tu m'étonnes. De ce fait, Rocket est d'abord celui que son père empêche de rejoindre l'équipe par rancœur envers Arch et envers le foot, puis celui qui sera désigné comme capitaine mais trop timide pour donner ses conseils stratégiques, puis dans la saison 2, celui qui passe du côté obscur après avoir été provisoirement exclu pour avoir utilisé le souffle pour autre chose que le foot,
Puis, dans la saison 3, celui qui est diminué à cause de son expérience du foot clandestin pendant qu'il était du côté obscur. C'est un personnage plutôt inconstant. Tantôt il paraît sympathique, tantôt il s'avère qu'il est tout aussi égocentrique et con que les autres. Il est celui dont le scénario peut faire ce qu'il veut, donc il est celui que l'intrigue ballotte dans tous les sens. On comprend pas pourquoi son expérience du foot clandestin le fait passer du côté obscur dans la saison 2. On suppose qu'il y a un psychotrope dans l'environnement où il joue au foot qui lui donne la rage du combat, mais ce n'est jamais vraiment précisé. En dehors de ça, malgré la façon changeante dont le scénario joue avec le personnage de Rocket, il est construit de manière aussi crédible que les autres personnages. Il est campé comme ayant des choses à prouver. Qu'il passe du côté obscur si totalement est incongru et inexplicable, mais pas entièrement dissonant avec la façon dont le personnage a évolué jusque-là. En tout cas, Rocket n'est pas le personnage le plus évanescent du groupe. C'est à Tran que revient ce titre. Tran, t'es nul! T'as cru jouer en défense? Ça voulait dire faire la défense comme l'éléphant! La vie de ma mère! T'es un piquet! Tu bouges pas! T'es raide comme un technodroïde! Vos grands-mères les technodroïdes qui ont des hémorroïdes! Tran est très discret. Son goût et son talent pour l'électronique et la robotique conduisent à une amorce de complicité entre lui et Clamp, l'assistant d'Arch. Mais comme Clamp est plus un personnage de l'intrigue des pirates que de l'intrigue du foot, c'est rapidement abandonné pour n'être remis à contribution que dans la saison 3. Le rôle principal de Tran est d'être le frère du gardien de but des Snow Kids, Aito. Aito, c'est plus Aito, c'est Aikushto, la vie de ma mère. Tu dors sur le terrain, et c'est la vérité. C'est la vérité. Aito est narcoleptique, comme son père. Hommage à cet incompréhensible gag récurrent dans les shonen du héros narcoleptique. Allez savoir, sa narcolepsie qui ne l'empêche pas d'être le goal prodige qui arrête tous les tirs est un gag récurrent dans la saison 1. Sauf que, justement, le fait qu'il dorme sur le terrain l'empêche parfois d'arrêter les tirs. Du coup, on se demande... pourquoi ? Et on finit par avoir la réponse. Après une saison 2 sans narcolepsie mais avec une convalescence, on nous sert une explication à sa narcolepsie. Mon hypothèse est qu'il était au départ prévu que ce soit un gag, qu'ils se sont rendus compte que ça n'allait pas bien loin, et qu'ils ont progressivement décidé de donner une importance scénaristique à cet aspect du personnage. C'est Aito qui propose le nom Snow Kids pour l'équipe. L'idée lui est venue pendant qu'il dormait, mais plaît tellement qu'elle est adoptée à l'unanimité. On pourrait dire que c'est un peu curieux pour une planète de se définir à partir d'un traumatisme récent, Snow faisant bien évidemment référence à la neige d'Aquilian. Mais des indices tardifs donnent à penser que le souffle d'Aquilian a toujours été un fluide en lien avec la neige et la glace. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi l'incident du métafluide a provoqué une glaciation plutôt que tout autre type de catastrophe naturelle. Il resterait un personnage à présenter, si bien sûr on décidait de faire une vidéo sur la série. Oui, Mei. Mais t'es nul! Tu joues en défense, mais c'est les buts adverses que tu défends! Tu sers à rien! La seule chose que tu défends, c'est ta marque de parfum! Et c'est la vérité! Même le duc Maddox, il pourrait te dribbler! Nul, mais nul! En plus d'être celle dont Micro Ice est amoureux pendant la majeure partie de la saison 1 parce que c'est la fille et d'être la love interest de T-Joke, Mei est celle que sa mère pousse à tenter de troquer son poste de défenseuse pour un poste plus prestigieux d'attaquante et à faire de la pub pour devenir une star, et qui devra à la fois faire face à sa mère et tempérer son propre orgueil pour acquérir l'esprit d'équipe et devenir efficace au sein des Snow Kids. Un développement de personnage plutôt classique pour le coup, si ce n'est qu'il permet d'aborder l'aspect personal branding du monde des stars du foot. D'une manière plutôt convaincante d'ailleurs, où on présente le strass et les paillettes comme faisant partie du jeu, dont seuls les excès sont condamnés et pas le principe. Ces personnages sont un point fort de la série. C'est sûr qu'ils ne sont franchement pas porteurs d'une force morale qui aiderait le jeune spectateur à définir un cap pour son développement personnel. Parmi les personnages principaux, seul Sonny Blackbone est authentiquement positif et héroïque. Mais ils sont bien utilisés et intéressants à avoir progressé dans l'intrigue, donc on a envie de voir l'épisode suivant pour savoir ce qu'ils deviennent. C'est plutôt une bonne raison de faire une vidéo sur la série. J'ajoute qu'à l'image de toute la série, les interactions entre les personnages sont véhiculées par des dialogues pas forcément très futés et recherchés, mais vivants et crédibles. Ouais, je les aurais qualifiés de moyens. Ceux qui sont corrects, car c'est vrai qu'il y en a, ne sont pas assez marquants pour faire oublier ceux qui sont mauvais. Il me semble que les mauvais concernent essentiellement Micro Ice, notamment dans ses tentatives désespérées de séduire la fille du groupe. D'ailleurs, les intrigues romantiques sont plutôt crédibles, en vertu justement du fait que les personnages sont eux-mêmes crédibles. On a eu l'occasion de dire que c'était loin d'être une affaire entendue dans les dessins animés. Bon, les intrigues romantiques sont à peu près crédibles, sauf évidemment celles qui concernent Micro Ice. Soyons justes, c'est surtout un problème dans les saisons 2 et 3. Les intrigues romantiques de Micro Ice dans la saison 1 sont juste un peu bêtes, voire affligeantes dans le cas de la sous-intrigue avec Mei. C'est dans les saisons 2 et 3 que les intrigues romantiques de Micro Ice deviennent carrément absurdes. Et c'est pas la seule chose à le devenir. Les saisons 2 et 3 ne sont pas vraiment des suites après fin fermée puisque chaque saison prend soin de se terminer sur un cliffhanger, mais il n'empêche que la saison 2 est assez nettement moins bien que la 1. Quant à la 3, c'est bizarre, elle supprime des défauts de la saison 1 mais ajoute à leur place de nouveaux défauts inédits. Premièrement, la saison 2 s'est sentie obligée de nous faire le mauvais coup des nouveaux personnages introduits pour... Pourquoi au fait? Je sais pas, pour que le nouveau public ne se sente pas perdu? C'est comme ça qu'ils ont justifié l'introduction de Laura dans Code Lyoko Evolution. Et c'était efficace? Non. Mais les auteurs avaient clairement dans l'idée qu'il serait regardé par un nouveau public. Car,
Ils essayent carrément de nous faire croire que ce personnage était dans la saison 1. Marc, tout d'abord, est originaire d'Aquilian et a déjà joué avec Micro Ice et D-Joke. Comment ça? Aito, tu te souviens de Marc, pas vrai? Non. Pourquoi pas Marc? Vous vous souvenez, il a failli intégrer les Snow Kids quand Micro Ice a voulu devenir pirate. Non, c'est archi faux. Marc ne faisait absolument pas partie des candidats lors des sélections au début de la série, et lors de l'anecdote dont il est question dans ce dialogue, il n'a jamais été envisagé d'utiliser un remplaçant, mais un clone, c'est-à-dire un mannequin d'entraînement, ce qui est encore pire qu'un joueur inexpérimenté. Et on essaye de nous faire croire qu'il a toujours été présent en coulisses de la saison 1? Marc est un personnage fort quelconque, un Jack William Dalton que rien ne distingue vraiment des autres si ce n'est une petite intrigue romantique dans la saison 3. C'est quand même moins pire que l'autre nouveau personnage, Yuki. La cousine de Tran et d'Aito est au moins introduite sans qu'on cherche à nous faire croire que les autres personnages l'ont toujours connue. Mais c'est un personnage couteau suisse qu'on campe comme touche à tout et dont le scénario fait donc un peu ce qu'il veut. De ce fait, elle sert à rien dans l'ensemble. Mais surtout, c'est un personnage très inconstant en termes de personnalité. Elle est illisible et son comportement est indéchiffrable. Elle laisse volontairement croire à Micro Ice qu'il lui plaît, ce qui finit par se révéler faux. Et la seule interprétation cohérente de ce qui se passe entre eux dans la saison 2 et au début de la saison 3 est que c'est une fieffée manipulatrice qui joue avec les sentiments de ses soupirants. Or, c'est pas le genre de la série. Les personnages y sont pour la plupart des gros cons égocentriques, pas des méchants. En outre, si la saison 2 ne fait finalement pas grand chose de Yuki en ce qui concerne le foot, à se demander pourquoi elle a été introduite, la saison 3 lui donne un arc personnel qui ne peut avoir d'intérêt que si on a de la sympathie pour elle. Ce qui, à ce stade, est difficile. C'est principalement de ça qu'on parlait quand on disait que les intrigues amoureuses impliquant Micro Ice ne sont pas crédibles. L'autre truc, c'est qu'à partir du stade où il est clair que Yuki n'en a rien à foutre de lui, il renoue avec une de ses ex, et on a l'air content. Sauf que finalement il s'intéresse plus à Yuki, sauf que finalement il est très touché et surpris quand il découvre que sa petite amie est amoureuse de lui et veut sortir avec lui, ce qu'ils font déjà depuis quelques épisodes et ont déjà fait dans la saison 1. Et Yuki dans tout ça, faut croire que comme d'habitude, finalement, elle n'a servi à rien. Vraiment, ce que les scénaristes voulaient faire avec ce personnage me dépasse complètement. On préférera à ces nouveaux personnages principaux les anciens et moins anciens personnages secondaires, dont le traitement est pour l'essentiel impeccable. La série ne développe pas toutes ses idées, mais elle réutilise au maximum tous ses personnages. Tous ne deviennent pas importants, mais ils sont variés et hauts en couleur, que ce soit du point de vue du chara-design ou du caractère. La série croit à la rédemption, donc un méchant n'est pas obligé de le rester toujours, et donc les personnages secondaires se recyclent bien d'une saison à l'autre. On trouve même parmi eux, miracle, des personnages positifs. Enfin, surtout un, Warren, figure zidanienne à mi-chemin entre Superman et Obi-Wan Kenobi, qui incarne l'esprit sportif, l'excellence, l'humilité et le fair-play qui peuvent aussi exister au football. Je maintiens que selon moi, l'intérêt que suscite la série chez les spectateurs tient à des facteurs superficiels, comme pour Plus belle la vie que j'évoquais tout à l'heure. Ceci dit, que les raisons soient superficielles ou pas, c'est toujours une performance de réussir à rendre sa série addictive au point qu'on reste enthousiaste malgré les incohérences et les approximations. C'est donc une qualité objective de Galactic Football. Cela étant dit, la série n'est pas captivante tout le temps. Lorsque, comme j'en parlais, l'intrigue des pirates et l'intrigue du foot se sabotent, il arrive qu'on se fasse chier. Ça se produit notamment au cours de la saison 2. À cause de ce qui s'est passé dans la saison 1, le méchant peine à convaincre, donc ses manigances n'intriguent pas le spectateur autant qu'elles le devraient pour réussir à lui faire supporter la lenteur de ce mini-arc qu'on mentionnait tout à l'heure sur Rocket qui joue à un foot clandestin, le Neverball, et passe du côté obscur. Cet arc est lent. C'est pas son concept le problème, c'est son exécution. On a dès le départ une vague idée de comment il va se terminer, mais il faut prendre son mal en patience jusqu'à ce que le scénario se décide enfin à progresser. Sans compter que cette saison est également ponctuée de mini-arcs dont on a du mal à voir l'intérêt, ou qui sortent d'on ne sait où et mènent finalement à pas grand-chose. Le passage à vide ne dure pas indéfiniment, mais il fait qu'on met finalement encore plus de temps à rentrer dans la saison 2 qu'on en mettait à rentrer dans la saison 1, alors que cette fois-ci, on connaît les personnages et l'univers. La saison 3 n'a curieusement pas ses défauts. Alors que c'est une saison 3. La qualité d'animation des scènes de foot change. Nous qui la trouvions déjà moche avant, ça ne nous gêne pas. Apparemment meilleur marché, elle a en tout cas surtout pour résultat que la saison 3 utilise moins de scènes recyclées. Quel troc contre des gags débiles et inutiles qui sortent de nulle part. Ce qui, j'en conviens, est moins ennuyeux. Sérieusement, la saison 3 a des défauts objectifs qui sont supportables parce que les personnages étaient de toute façon cons dès le début et que les gags débiles et inutiles qui sortent de nulle part n'ont pas grand chose à gâcher. Du coup, oui, clairement, on passe un meilleur moment que devant la saison 2. Ne serait-ce que parce qu'on profite pleinement de ses bonnes idées. Cette saison 3 est l'occasion d'utiliser des personnages qui ne l'avaient que trop peu été avant et d'exploiter certaines idées ratées de la saison 2 pour en faire quelque chose d'intéressant et nous amener à nous dire que les longueurs de la saison précédente n'étaient donc pas totalement inutiles. C'est vrai, la saison 3 est étonnamment intéressante. Mais je crois pouvoir dire objectivement que la saison 1 était quand même meilleure et que la saison 3 reste du Galactic Football. Oui,
Même en s'employant à réutiliser au maximum d'anciens détails oubliés, et à préciser des choses qui étaient restées implicites jusque-là, la saison 3 ne corrige pas totalement la tendance de la série à abandonner des pistes, et l'excès d'imprécision dont elle se rend parfois coupable, et qui empêche l'univers d'être aussi passionnant qu'il le pourrait. Je cite un exemple. La Technoid, méga corporation qui, je le rappelle, détient le pouvoir exécutif et dispose d'une armée de robots policiers, fabrique une équipe de robots joueurs de foot. Rien de très troublant dans cet univers. Certes, mais l'équipe en question, aussi perfectionnée qu'elle puisse devenir, se fait toujours battre à plat de couture et on se demande pourquoi le duc Maddox s'obstine à vouloir créer des robots capables de rivaliser avec les super pouvoirs octroyés par les fluides, sauf si son but réel est de créer une police robotique qui restera efficace même si l'usage des fluides redevient légal hors des stades de foot. Or la série ne précise rien de tel. C'est d'autant plus frustrant que développer cet aspect des choses aurait aussi un peu été l'occasion de développer le thème de l'intelligence artificielle. On a l'occasion de le constater dès le début de la série grâce aux robots de compagnie des pirates, mais on le constate vraiment dans la saison 3, les robots de cet univers ne sont pas des machines, ce sont des personnes pourvues d'émotions. Vous savez comme ce thème nous tient à cœur. Mais cet aspect des choses est juste lâché comme ça, sans susciter l'intérêt des scénaristes, pour qui la question n'avait d'importance que dans la mesure où elle peut faire l'objet d'un gag. Mais pour en revenir à l'histoire de l'équipe de robots fabriquée par le duc Maddox sans qu'on sache pourquoi, cette incongruité vient aussi de ce que faire plusieurs saisons était peut-être en soi une mauvaise idée. Par en soi, je veux dire que les auteurs se font l'idée un peu enfantine que quoi qu'il arrive, les Snow Kids doivent gagner la Galactic Football Cup. Attends, la Cup a lieu tous les 4 ans, ça veut dire que les héros vieillissent de 8 ans au cours de la série? De 4 ans et des patates en fait. La saison 2 se passe 4 ans après la saison 1, mais la saison 3 se passe peu après la finale de la saison 2. Il y a un premier arc avec un tournoi qui n'a rien à voir, et une nouvelle Cup anticipée, décidée sous la menace terroriste et annoncée sous prétexte de la nécessité de réaffirmer la paix entre les planètes à fluide. Peu importe. Dans chaque saison, les héros gagneront toujours les matchs à élimination directe et remporteront la coupe. C'est non seulement pas très crédible, mais surtout assez lassant. Dans ce contexte, la défaite de l'équipe de Technodroid V2, puis V3, puis V4 fait figure de rengaine agaçante plus que d'éléments de scénario rendus absurdes par manque de détails. Si on décidait de faire une vidéo sur Galactic Football, ça vaudrait peut-être le coup de préciser que la 3e saison, la dernière donc, se termine aussi sur un cliffhanger, particulièrement nul de surcroît. Ce serait important, oui. Ne serait-ce que pour que les spectateurs à qui la vidéo donnerait envie de voir la série ne soient pas aussi déçus que nous l'avons été. Sans ce cliffhanger dans les toutes dernières secondes, la série se serait terminée sur une bonne conclusion. Oui, à l'instar de Cat Size, le manga, hein, pas la série, s'il n'y avait pas cette toute dernière péripétie, ce serait une fin satisfaisante. Mais je la qualifierais pas d'excellente pour autant. Au fond, moi si. Ce qu'elle a en commun avec la fin de la saison 3 de foot de rue, pour ne pas la citer. On en parle déjà tout le temps depuis tout à l'heure. Et, une fois n'est pas coutume, mieux réussi dans Galactic Football. Ouais. Il n'en demeure pas moins que Galactic Football a été faite un peu par-dessus la jambe, alors que Foot de rue, non. C'est clair que Galactic Football ne donne pas l'impression d'avoir été écrite avec autant de cœur et autant de conviction que d'autres séries telles que, effectivement, Foot de rue. Mais je le répète, les auteurs de Galactic Football ont eu de bonnes idées. Qu'ils les aient eues instinctivement comme je le crois, ou qu'ils se soient authentiquement creusé la tête pour les pondre, le résultat est plutôt efficace. Et j'hésiterais à dire que la série a été faite par-dessus la jambe, car certains aspects sont particulièrement soignés. Oui, c'est sûr, il y a la musique. Les thèmes musicaux composés pour la série ont du caractère, ça, y a rien à redire. Encore que... ces compositions inspirées côtoient des musiques libres de droit. N'en parlons plus, Tia, veux-tu? C'est marrant, c'est pourtant votre métier de parler, non? Les mêmes que celles parfois utilisées dans la version américano-française de Yu-Gi-Oh! Ça vient de Pegasus. Ou dans Stellina. Tu as raison, je préfère tenter le coup plutôt que de rester avec ces sales types. Allez, courage. Comme quoi j'avais pas tout à fait tort de comparer Galactic Football à Stellina. On est apparemment dans le même entre-deux en termes de budget. On a déjà dit ce qu'on pensait de la partie cel shading. La partie 2D est convaincante. Pas la meilleure qu'on ait vue dans ce registre, mais suffisamment bien faite pour souligner le chara-design intéressant des aliens et de certains personnages humains. Les écritures ne sont pas lisibles comme dans Loulou de Montmartre et Stellina, mais sont des gribouillis comme dans Code Lyoko. De plus, on note quelques soucis visuels potentiellement liés aux images recyclées, telles que des images inversées remarquables grâce au numéro des maillots des joueurs, et des erreurs du genre « Tran est présent à un briefing alors qu'il est censé se trouver sur une autre planète à ce moment ». Fondamentalement, c'est rien de bien gênant. Je dirais que le coup des musiques, c'est quand même plus gênant dans cette série que ça ne l'était dans Stellina, car ces musiques libres de droit étaient plus raccord avec les thèmes mélancoliques de Stellina qu'avec les morceaux grandioses et enlevés de Galactic Football. Le contraste choque plus, et puis le succès des aventuriers du Survivor fait que son thème surprendra toujours quand on se mettra à l'entendre à la télé. Faudra songer à le dire si on décide finalement de faire une vidéo. Si on décide, ça fait bien 40 minutes qu'on parle de la série. C'est bien la preuve que malgré ses faiblesses, il y avait beaucoup à en dire, et on aurait sans doute pu en dire plus encore. Certes, on peut hésiter à dire que c'est objectivement une bonne série, mais elle nous a plu. On a passé un bon moment devant.
C'est un feuilleton avec des personnages crédibles, un univers intéressant même si ses règles restent trop implicites, et une intrigue captivante même si ce n'est pas toujours très efficace de mettre un tournoi de football au premier plan quand la galaxie entière est en péril. Quoi que soit réellement la série, on ne peut pas dire qu'elle est passable. Et la vidéo, nous l'avons finalement faite. Quelque part, ça doit vouloir dire que Galactic Football est bien un dessin animé qui mérite qu'on s'en souvienne. Comment a-t-il pu nous faire ça? T'as la mémoire courte, toi aussi tu nous as fait le même coup. Moi, c'était pas pareil. T'as raison. Quand tu t'es barré, Micro Ice et moi, on est allés te chercher, nous au moins. Qu'as-tu fait de tes hommes, Arak? Écoute-moi bien, Syned. Je sais que c'est toi qui m'as piqué les billets. Comme c'est émouvant, Micro Ice. Tu me diras à quel moment je dois pleurer. Mais je comprends pas que tu aies tellement envie de t'acheter une voiture. Il me semble que tes parents en ont déjà une, non? Parce que tu crois qu'elle me faisait des confidences? Tia? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi secret que cette fille-là. La seule façon de vous faire comprendre ce que je ressens, c'est de vous l'expliquer en chanson. Vous faites des discours à tous les peuples de la galaxie, mais pour moi, vous n'avez jamais le temps. C'est très généreux de ta part, mais moi je pensais plutôt à 90% du bénéf. Tous ceux qui voient mon retour d'un mauvais œil seraient bien heureux de me voir repartir, mais je ne veux pas leur faire ce plaisir. Je veux absolument leur prouver que j'ai raison, leur prouver que vous êtes capables d'être de grands joueurs. Tu te souviens de ça, non? Tout le monde, tout mon village a pu être sauvé grâce à cette pierre philosophale que tu m'as donnée. Maintenant, laisse-nous partir, Blaylock. Tu as eu ce que tu voulais. Négatif, je n'ai pas eu encore ce que je voulais. Quand le Joker a refait surface, j'ai été le premier étonné. C'est un être à part, il ne vit que pour le go.